savez, dans une famille, ce n'est pas le bruit qui fait le plus mal, ce sont les silences. Le silence après une parole de trop, le silence quand personne ne prend votre défense. Moi, j'ai connu un silence qui m'a presque tuée. Et puis, j'ai connu le silence qui m'a sauvée. Ce que je vais vous raconter est mon histoire. Elle est difficile, mais elle est vraie. Et elle commence comme souvent par un simple repas de famille qui a tourné au cauchemar. Dites-moi dans les commentaires quel âge vous avez et de quel coin de France ou du monde vous m'écoutez ce soir. Mon fils ne s'est pas contenté de dire non quand j'ai demandé un peu plus de riz ce soir-là. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a jeté le contenu d'un grand verre d'eau glacée en plein visage. Tandis que l'eau dégoulinait de mes cheveux jusqu'à mon menton, toute ma famille regardait dans un silence stupéfié. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je me suis simplement levée, je suis allée dans ma chambre et j'ai commencé à planifier comment j'allais reprendre chaque chose que je lui avais jamais donnée. Le choc de l'eau froide n'était de rien comparé à la glace qui s'est instantanément formée dans mon cœur. Je pouvais sentir chaque goutte imprégner le col de mon chemisier préféré, celui que je gardais pour les dîners de famille, et couler en ruisseau froid le long de ma poitrine. Mais ce dont je me souviens le plus vivement, ce n'était pas l'eau, c'était le silence. Le silence assourdissant absolu d'une famille regardant sa matriarche, la femme qui avait bâti leur monde entier, être totalement humiliée. Mon fils Michel n'a pas détourné le regard. Ses yeux, ces mêmes yeux que j'avais regardés avec tant d'amour quand il était bébé, étaient durs et remplis d'une irritation glaçante, comme si j'étais une mouche qu'il venait d'écraser. Sa femme Jessica laissa échapper un petit rire nerveux avant de se reprendre un fantôme de sourire en coin, jouant sur ses lèvres. Même mes petits-enfants, la petite Émilie et le jeune Jacob, restaient là à me fixer leur cuillère figée à mi-chemin de leur bouche, apprenant à cet instant une terrible leçon que la dignité de leur grand-mère valait moins qu'une deuxième portion de riz. À cet instant précis, quelque chose en moi, une part douce et indulgente de mon âme, qui avait enduré des années de petites piques et d'un manque de respect grandissant, s'est finalement brisé. J'étais devenue un fantôme dans ma propre vie, un inconvénient dans la maison que j'avais payée. Et ceci n'était que la preuve finale indéniable. Je me suis levée lentement, le bruit de ma chaise, raclant le parquet, résonnant dans la pièce silencieuse. Je n'ai pas dit un mot, je n'en ai regardé aucun, j'ai juste tourné les talons et marché vers ma chambre, mes vêtements mouillés collant à ma peau, ma posture aussi droite et digne que je pouvais la tenir. Je sentais leurs yeux sur mon dos. Mais pour la première fois, leur jugement ne signifiait plus rien. La seule chose que je sentais était une résolution froide et tranquille qui se solidifiait dans mes entrailles. Ils pensaient avoir vu une vieille femme faible remise à sa place. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient d'assister à la naissance d'une femme qui était sur le point de réduire leur monde en cendres. Avant que je ne vous raconte la suite, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Vous voudrez savoir comment ce cauchemar se termine. Et croyez-moi, vous n'allez pas le croire. Je ne suis pas née dans le confort. Mes plus anciens souvenirs sont ceux de la lutte d'une enfance qui tenait moins du jeu que de la survie. J'ai commencé à travailler alors que j'étais à peine une fille, bien avant que je n'aurais dû savoir ce que représentait une journée de labeur. Je me souviens de la sensation rêche et granuleuse des briques dans mes petites mains sur les chantiers de construction, l'odeur âcre des produits de nettoyage dans les magasins que je récurais après la tombée de la nuit et la douleur sans fin dans mon dos à cause de travaux qui exigeaient plus que ce que mon jeune corps avait à donner. Ma vie était une série de levées et de couchers de soleil vus à travers le prisme de l'épuisement. Je n'ai jamais pensé à ce que je voulais pour moi-même. Chaque pensée, chaque once d'énergie était pour ma famille. Quand j'ai tenu mon fils Michel pour la première fois, j'ai fait une promesse silencieuse à ce petit être parfait. J'ai juré qu'il ne connaîtrait jamais le genre d'épreuve que j'avais connu. Son chemin serait pavé du confort et de la sécurité qui ne m'avaient jamais été offerts. C'est moi qui porterai le poids qui absorberait les coups pour qu'il puisse marcher la tête haute, sans fardeau. Cette promesse est devenue le but central de ma vie. Mon dos pouvait se courber, mes genoux pouvaient flancher mes mains, pouvaient devenir calleuses et rêches. Mais tant que Michel avait une assiette pleine et de bonnes chaussures aux pieds, ma propre douleur était un sacrifice qui en valait la peine. C'était un devoir que j'ai embrassé sans un seul mot de plainte. Mon amour pour lui m'alimentait à travers les journées de travail doublées et les nuits sans sommeil.
Je me souviens encore de la fierté qui gonflait ma poitrine quand je lui ai acheté son premier tablier d'écolier. Je l'avais vu dans une vitrine impeccable et neuf et je savais qu'il devait l'avoir. Pour me le permettre, j'ai sauté mes propres déjeuners pendant plus d'une semaine, disant à mon mari que je n'avais pas faim, que j'avais mangé au travail. Les crampes de la faim étaient vives, mais la vision du sourire de Michel l'était encore plus. Quand je l'ai enfin ramené à la maison et que j'ai vu ses yeux s'illuminer, j'ai ressenti une force qu'aucun repas n'aurait pu me donner. C'est devenu le schéma de ma vie. J'étais passée maître dans l'art de rogner sur mes propres besoins pour qu'il n'ait jamais à le faire. Quand les frais de scolarité ont augmenté, j'ai pris du travail de couture supplémentaire le soir. Mes doigts étaient endoloris et piqués, tandis que les factures s'empilaient sur notre petite table de cuisine. Je me disais que son éducation était la clé non négociable d'un avenir dont je ne pouvais que rêver. Quand il a désiré ardemment son premier vélo pour rouler avec ses amis, j'ai vendu discrètement une délicate montre en or que ma propre mère m'avait laissée. Un morceau de mon passé échangé contre un morceau de son avenir. Des années plus tard, quand il a voulu sa première voiture en tant qu'adolescent, une vieille Golf GTI rouge cerise dont il rêvait, j'ai pris une somme importante de mes économies. L'argent que j'avais soigneusement mis de côté pour mes propres vieux jours, et je la lui ai donnée. Cette voiture était un symbole de liberté et de statut pour lui. Pour moi, c'était un symbole de mon dévouement indéfectible. Je voulais qu'il soit fier qu'il ne ressente jamais le picotement de la honte que j'avais connu le sentiment d'être moins que ses pairs. Son orgueil était mon orgueil. Ce qui s'est passé ensuite allait changer tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Quand il a décidé d'épouser Jessica, j'ai voulu que le jour de leur mariage soit une grande fête, un jour qui annoncerait son arrivée en tant qu'homme qui avait réussi. Mon mari et moi vivions modestement, mais nous avons déversé nos ressources dans cette célébration, veillant à ce que chaque détail soit parfait. L'argent pour l'apport de leur première maison, la fondation même de leur nouvelle vie à deux, provenait de ce qui restait de mes économies retraite. Je lui ai dit « C'est le début de ta famille, Michel, bâtis là-dessus », sans jamais révéler la profondeur de mon sacrifice. Je croyais que c'était aussi un investissement dans mon propre avenir. Je croyais au lien indéfectible du sang, au contrat tacite qu'un enfant pour qui vous sacrifiez tout prendra à son tour soin de vous quand vous serez vieille et fragile. Dans mon esprit, je voyais un avenir où il dirait « Maman, tu en as fait plus qu'assez. Laisse-moi prendre soin de toi maintenant. » C'était le rêve qui me faisait tenir pendant les hivers les plus froids et les journées de travail les plus exténuantes. Mais j'anticipe. D'abord, vous devez comprendre comment tout a commencé à déraper. Pour lui faciliter les choses, pour lui enseigner ce que je pensais être la responsabilité, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. J'ai ouvert des comptes bancaires jointes avec lui. Je pensais que voir son nom à côté du mien le remplirait d'un sentiment de fierté et de partenariat. Je croyais que ce serait un rappel constant que tout ce que je gagnais était pour notre avenir commun. Au lieu de cela, cela a planté une graine, un sentiment que tout lui était dû qui a poussé pour devenir un arbre monstrueux et arrogant. L'argent pour lequel j'avais saigné est devenu son terrain de jeu personnel. Il le dépensait en gadgets tape à l'œil, en voyages somptueux auxquels je n'étais jamais invitée et en dîners coûteux avec des amis. Quand je posais doucement des questions sur les économies qui diminuaient, il balayait l'air d'une main dédaigneuse et disait « Ne t'inquiète pas, maman, je gère la situation. » Il n'a jamais semblé saisir la réalité juridique que ses comptes étaient toujours les miens. Ma générosité s'était métamorphosée en un sentiment de propriété perçu de sa part. L'œuvre de ma vie, toute mon identité en tant que mère qui donnait tout était bâtie sur une fondation d'amour. J'avais ignoré les voisins qui chuchotaient que je le gâtais et j'avais balayé les inquiétudes de mon propre mari qui me disait que je donnais trop. Je croyais vraiment que mon amour serait payé en retour par de l'amour. J'avais tellement tort. Mon amour ne lui avait pas appris la gratitude. Il lui avait appris la cupidité. Les sacrifices que j'ai faits n'ont pas inspiré le respect. Ils ont créé des attentes. J'avais transformé mon rôle de mère en celui de servante et j'étais trop aveuglée par mon propre amour pour le voir jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. En lui repensant maintenant, je peux voir tous les signaux d'alarme que j'ai manqués. Les premiers signes de manque de respect étaient comme de minuscules fissures dans une fondation facile à ignorer au début, mais elles se sont propagées et approfondies avec le temps jusqu'à ce que la structure entière soit prête à s'effondrer. Cela a commencé par son ton.
La chaleur dans sa voix, quand il me parlait, s'est refroidie puis est devenue glaciale. Mes questions étaient accueillies par des réponses d'un seul mot, ses yeux rivés sur son téléphone, comme si reconnaître ma présence était une corvée. J'aimais lui raconter des histoires de mon passé et espérant transmettre un petit bout de sagesse. Mais il me coupait avec un soupir exaspéré. Oui, maman, je sais, tu as travaillé dur, tu m'as raconté cette histoire 100 fois. Il n'entendait pas l'amour et le sacrifice dans ses souvenirs. Il entendait juste les répétitions ennuyeuses d'une vieille femme. Je lui trouvais des excuses. Il est stressé par le travail, me disais-je. Il est occupé à construire sa propre vie. Mais lentement, les excuses se sont effilochées à mesure qu'il devenait douloureusement clair qu'il ne voyait plus en moi sa mère. Il voyait un fardeau. Mes petites demandes sont devenues des impositions monumentales. Si je lui demandais de passer prendre mon ordonnance à la pharmacie, un endroit devant lequel il passait en voiture tous les jours, il soupirait si fort qu'on aurait cru que je lui avais demandé de déplacer une montagne. Si j'avais besoin qu'il me conduise à un rendez-vous chez le médecin, il grommelait sur le prix de l'essence, semblant oublier que j'avais payé sa première voiture en espèces. La nourriture même dans la maison à laquelle je contribuais avec mon propre chèque de pension, chaque mois est devenue une source de discorde. Il me regardait à table, ses yeux se plissant pendant que je me servais. « As-tu vraiment besoin d'autant de riz, maman ?» demandait-il, ses mots chargés d'accusation. « Tu me coûtes plus cher que mes propres enfants. » Chaque mot était un petit couteau aiguisé dans mon cœur, surtout quand je me souvenais de toutes les nuits où j'étais allée me coucher le ventre vide pour qu'il puisse avoir l'estomac plein quand il était enfant. Mes factures médicales étaient son arme favorite. Si ma pension était basse et que je demandais de l'aide pour couvrir un ticket modérateur, il marmonnait juste assez fort pour que je l'entende. « Tu as de la chance que je te laisse même rester ici. » Je voulais hurler qu'il était celui qui vivait dans une maison construite sur les fondations des économies de ma vie, mais je tenais ma langue. Je pensais que me disputer ne ferait que créer un fossé plus grand. Je ne voulais pas que les voisins ou notre famille voient les fractures dans notre foyer. Alors quand il se vantait auprès d'eux de la façon dont il prenait soin de sa vieille mère, je restais assise là en silence, un sourire forcé sur le visage. Je le laissais peindre un tableau de lui-même en fille merveilleux, même si c'était moi qui payais discrètement pour la toile et la peinture. À l'intérieur, je m'effondrais. Ce qui s'est passé le lendemain matin fait encore trembler mes mains. Sa femme Jessica a rapidement appris de son exemple. Elle me traitait comme une invitée indésirable qui avait largement dépassé les bornes de l'hospitalité. Si je m'asseyais dans le salon trop longtemps, elle entrait et éteignait la télévision, déclarant qu'elle avait besoin de calme. Mes chaussures près de la porte étaient du désordre, et ma présence dans la cuisine était une intrusion. Une nuit, j'ai eu une terrible quinte de toux, un reste persistant d'un rhume d'hiver. Depuis leur chambre, Jessica a crié. « Pour l'amour de Dieu, il y a des gens qui essaient de dormir. Les personnes âgées devraient être en maison de retraite où elles ne dérangent pas tout le monde. » J'ai entendu Michel rire. Il ne m'a pas défendu. Il a juste ri. Ce sont cet amusement partagé et désinvolte à mes dépens fut le moment où j'ai su que tout respect avait disparu. Il avait été complètement érodé, balayé par le sentiment que tout lui était dû. Il a même commencé à se moquer de mes fragilités physiques. Mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient, et parfois, quand je m'assois, je ne peux m'empêcher de laisser échapper un petit grognement d'effort. Michel trouvait cela hilarant. Lors d'un barbecue familial devant tout le monde, il a fait une imitation de moi, se penchant avec une difficulté exagérée et laissant échapper un grognement fort et douloureux. Ses amis ont éclaté de rire. Je suis restée assise là, mon visage brûlant d'une honte si profonde qu'elle semblait vouloir m'avaler tout entière. J'ai regardé cet homme, ce fils que j'avais porté et nourri, et je ne pouvais pas comprendre ce qui s'était passé. Où était le gentil garçon que j'avais élevé? Cet étranger cruel et arrogant portait son visage, mais il n'avait pas son cœur. Mes tentatives de renouer avec lui, de lui rappeler l'amour qui nous liait autrefois, se heurtaient à un mur d'indifférence. « Arrête de vivre dans le passé, maman, lâchait-il, si j'évoquais les sacrifices que j'avais faits. Tu as fait ce que tu étais censé faire en tant que parent. C'est ma vie maintenant. » Mon existence entière, une vie de don désintéressé, avait été réduite à une simple obligation qu'il estimait avoir déjà remboursée. Les plaintes sont devenues la bande-son quotidienne de ma vie.
Des plaintes sur les factures d'épicerie, l'électricité que j'utilisais, le coût de mes médicaments, même si mon chèque de pension allait directement sur le compte du ménage qu'il contrôlait. Il disait des choses comme « Tu as de la chance que je ne te fasse pas payer de loyer », avec un regard suffisant sur le visage. L'envie de crier « Tu vis sans payer de loyer dans une vie que j'ai bâtie pour toi » était un feu constant dans ma gorge, mais j'avalais les mots, espérant que mon silence ramènerait miraculeusement le fils que j'avais perdu. Mais ma patience ne faisait que nourrir son arrogance. Il a commencé à me donner des ordres comme à une servante. « Maman, ferme la porte. Éteins cette lumière. Ne t'assois pas là, j'ai des invités qui arrivent. » Chaque ordre était une nouvelle coupure me rappelant que je n'avais ni place ni dignité dans ma propre maison. La partie la plus déchirante peut-être était de voir comment son comportement déteignait sur les enfants. Émilie et Jacob voyaient comment leur père me traitait et ils ont commencé à l'imiter. Ils ricanaient quand je marchais lentement ou m'ignoraient quand je leur demandais comment s'était passée leur journée à l'école. Ils n'étaient pas méchants. Ils n'étaient que des enfants apprenant de l'exemple cruel de leur père que leur grand-mère était insignifiante. Je portais cette montagne d'humiliation en silence, mais à l'intérieur, un volcan de souvenirs oubliés commençait à s'agiter. Je me suis souvenu avoir mis en gage l'alliance de ma mère pour payer son voyage scolaire à Paris. Je me suis souvenu avoir fait une double journée de travail la veille de Noël pour qu'il puisse avoir la console de jeux vidéo que tous ses amis recevaient. Je me suis souvenu d'un millier de batailles cachées que j'ai menées seule, juste pour lui donner une meilleure chance dans la vie. Et voici ma récompense, être traitée comme si je lui devais quelque chose. Le respect dont j'avais rêvé pour mes vieux jours n'est jamais venu. Il a été remplacé par le droit acquis, l'arrogance et la moquerie ouverte. Et j'ai finalement dû admettre que c'était en partie de ma faute. J'avais trop donné et n'avais rien demandé en retour. Je pensais que l'amour lui apprendrait la gratitude, mais je ne lui avais appris qu'apprendre. Ces premiers signes n'étaient pas seulement des signes, c'étaient des avertissements clairs et stridents du désastre à venir, et je les avais tous ignorés jusqu'à la nuit, où l'humiliation est devenue si flagrante, si publique, qu'il n'y avait plus de place pour le déni. C'était un mardi soir. Je m'en souviens parce que le mardi, c'était la soirée pâte, et c'était généralement un moment calme et banal de notre routine hebdomadaire. C'est ce côté ordinaire qui rend le souvenir si vif. Comment un moment qui allait tout changer pouvait se cacher dans un cadre aussi normal? Nous étions tous à table. Jessica avait fait des spaghettis et les enfants étaient agités comme d'habitude, faisant teinter leurs fourchettes contre leurs assiettes. J'étais assise à ma place attitrée, un élément silencieux au bout de la table, et j'attendais comme j'avais appris à le faire. Je ne me servais plus jamais la première. La seule fois où j'avais tendu la main vers la cuillère de service avant Michel, il m'avait lancé un regard si glacial qu'il avait figé ma main en l'air. Alors j'attendais. Les plats de service ont fait le tour de la table, et quand ils sont finalement arrivés jusqu'à moi, j'ai pris une petite portion modeste, juste assez pour calmer la faim dans mon estomac. Je mangeais lentement, mâchant chaque bouchée délibérément, essayant de me faire aussi petite et discrète que possible. Mais ce soir-là, pour une raison quelconque, j'avais encore faim après avoir fini. C'était peut-être le temps frais, ou peut-être que je n'avais pas beaucoup mangé à midi. J'ai regardé le plat de service au centre de la table. Il était encore à moitié plein. Après un moment de débat interne, j'ai rassemblé mon courage et j'ai fait la demande qui allait mettre le feu aux poudres. D'une petite voix, j'ai demandé « Pourrais-je avoir un peu plus de riz, s'il te plaît ?» J'ai utilisé le mot riz au lieu de spaghetti pour que ce soit simple, une humble requête. C'était une question que n'importe quelle mère devrait pouvoir poser dans la maison de son fils, dans n'importe quelle maison, sans y réfléchir à deux fois. Mais la réponse ne fut pas celle à laquelle je m'attendais. Le bavardage enjoué à table cessa instantanément. La pièce tomba dans un silence soudain et tendu. Michel, qui riait de quelque chose que Jacob venait de dire, tourna lentement la tête et me regarda. Son visage, qui était détendu et joyeux une seconde auparavant, se tordit en un masque de pure contrariété. C'était comme si je n'avais pas demandé de la nourriture, mais que je lui avais lancé une grave insulte. Il n'a pas dit un seul mot. Au lieu de cela, avec une lenteur délibérée presque théâtrale, il a attrapé le verre d'eau glacée posé à côté de son assiette. Mon esprit ne pouvait pas traiter ce qui se passait. Je pensais qu'il allait peut-être boire une gorgée pour gagner du temps, pour penser à une réponse cinglante, mais non. Il a légèrement penché son corps au-dessus de la table, ses yeux verrouillés dans les miens, et d'un coup de poignet, il a jeté tout le contenu du verre d'eau en plein visage.
L'impact fut d'une violence froide. Des glaçons ont heurté mon front et mes joues avant de cliqueter dans mon assiette, éclaboussant de la sauce tomate sur mon chemisier. L'eau froide a trempé mes cheveux, a coulé dans mes yeux et a dégouliné de mon nez et de mon menton. Je suis restée assise là, figée, paralysée par l'audace pure de l'acte. J'attendais qu'il rie, qu'il brise la tension et dise que c'était une sorte d'horrible blague déplacée. Mais il ne riait pas. Ses yeux étaient durs comme du granit, sa mâchoire serrée par la colère. Puis il a parlé sa voix basse et menaçante. « Ça suffit, dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Arrête de te comporter comme si tu étais la reine dans ma maison. » Mes mains posées sur mes genoux se mirent à trembler de manière incontrôlable. J'ai attrapé une serviette en papier pour essuyer mon visage. Le papier fin devenant rapidement trempé et inutile. Les enfants me regardaient fixement, leurs yeux écarquillés d'un mélange de peur et de confusion. Jessica laissa échapper ce même petit rire nerveux, une tentative pathétique de désamorcer une situation qui était bien au-delà de son contrôle. Mais il n'y avait aucune sympathie dans ses yeux, seulement une irritation partagée. C'était comme si le monde entier, toute ma famille, s'était ligué contre moi. La douleur que je ressentais n'avait rien à voir avec l'eau froide, l'eau sèche. Un chemisier peut être lavé, mais la dignité, une fois qu'elle est si violemment balayée devant votre propre chair et votre propre sang, ne peut jamais être totalement restaurée. Elle laisse une tache qu'aucun temps ne peut effacer. Je suis restée sur ma chaise humiliée et exposée, incapable de bouger ou de parler. Un torrent de souvenirs a inondé mon esprit, les callosités sur mes mains, après des années de dur labeur, les nuits passées à m'inquiéter pour lui, les sacrifices sans fin qui avaient construit le toit, même au-dessus de sa tête. Et me voilà traitée comme une chienne errante, suppliant pour les restes de sa table. Je n'ai pas crié, je n'ai pas riposté, je ne lui ai pas donné la satisfaction de me voir m'effondrer. Je suis juste restée assise là dans mon silence dégoulinant, l'eau formant une flaque sur le sol à mes pieds, pendant que lui, mon fils, reprenait sa fourchette et recommençait à manger ses spaghettis comme si de rien n'était. Ce silence, mon silence, était plus lourd et plus accablant que n'importe quel cri que j'aurais pu pousser. C'était le silence d'une mère comprenant enfin et irrévocablement que son fils ne la voyait plus comme une personne, mais comme un problème. La table du dîner ressemblait à un tribunal où j'avais été jugée et condamnée sans procès. Chaque bouchée qu'il prenait, chaque mot désinvolte qu'il adressait à sa femme après ce qu'il avait fait, était un autre tour de couteau dans la plaie. J'ai risqué un coup d'œil vers mes petits-enfants. Ils chuchotaient entre eux. Quelques rires étouffés s'échappaient. Ils apprenaient une terrible leçon, qu'il était acceptable, voire drôle, de se moquer de la vieille femme, que la mémoire de leur grand-père était une blague et que la dignité de leur grand-mère était une marchandise jetable. Mon cœur s'est fracturé un peu plus. Je voulais fuir courir hors de cette pièce et ne jamais regarder en arrière, mais mes jambes semblaient être coulées dans le béton. Je suis restée assise prisonnière de ma propre humiliation jusqu'à ce que le repas soit terminé. Personne ne m'a offert plus de nourriture. Personne ne m'a offert d'une serviette. Personne ne m'a offert d'excuses. Quand Jessica a commencé à débarrasser les assiettes, j'ai enfin trouvé la force de me lever. Mon chemisier mouillé collait inconfortablement à ma peau pendant que je marchais chaque pas lourd pour retourner dans ma chambre. Alors que je fermais la porte derrière moi, je pouvais entendre les bruits d'une soirée normale, reprendre le cliquetis de la vaisselle, la télévision qui s'allume, une explosion de rire de Michel. M'humilier n'était qu'un événement banal et oubliable de leur journée. Dans ma chambre, je me suis assise sur le bord du lit, l'eau dégoulinant encore du bout de mes cheveux sur le sol, et j'ai fixé mes propres mains. Elles tremblaient non pas à cause du froid ou de mon âge, mais d'une rage si pure et si profonde qu'elle me terrifiait. J'ai pensé à la première fois que je l'avais tenu, un minuscule nourrisson sans défense dans mes bras, et à la vague écrasante d'amour et de protection que j'avais ressentie. Je lui avais promis le monde, et maintenant ce même enfant m'avait agressée parce que j'avais demandé une cuillerée de riz. Une oppression a saisi ma poitrine, une douleur physique née de la mort d'une illusion de toute une vie. La fierté d'une mère une fois brisée par son propre enfant ne peut jamais être vraiment réparée. J'ai pris une serviette et j'ai séché mon visage, mais je ne pouvais pas effacer l'image gravée dans ma mémoire. Le sommeil, il était impossible cette nuit-là. Je suis restée couchée pendant des heures, fixant les ombres au plafond, rejouant la scène encore et encore dans mon esprit.
L'arc de l'eau volant dans les airs, la piqûre de la glace sur ma peau, le regard froid et vide dans les yeux de mon fils. À chaque répétition, ma mâchoire se serrait plus fort et mon cœur devenait plus froid. Je savais avec une certitude qui me glaçait jusqu'aux os que mes années de patience silencieuse étaient déterminées. Ce n'était pas seulement un manque de respect, c'était une déclaration de guerre. Il avait envoyé un message clair: tu n'es rien. Et dans les heures sombres et silencieuses de cette longue nuit, j'ai décidé que je passerais le reste de ma vie à lui montrer qui vraiment n'était rien. Quand je me suis finalement éloignée de cette table et que j'ai fermé la porte de ma chambre, le silence qui m'a enveloppée était la chose la plus lourde que j'ai jamais portée. Je me suis assise sur le bord de mon matelas, mes vêtements toujours humides et froids contre ma peau, et j'ai lentement essuyé mon visage avec mes mains tremblantes. La serviette absorbait l'eau, mais elle ne pouvait pas toucher la tache profonde et glaçante de l'humiliation qui s'était infiltrée dans mon âme. J'ai aperçu mon reflet dans le petit miroir de l'autre côté de la pièce et pendant un long moment, je n'ai pas reconnu la femme qui me regardait. J'ai vu un visage gravé des ridules d'une vie passée au labeur et dans l'inquiétude. J'ai vu des yeux aux paupières rougies, pas seulement par l'âge mais par l'effort de retenir toute une vie de larmes non versées. J'ai vu des lèvres pincées en une ligne fine et serrer un barrage retenant un flot de mots que je savais ne jamais être entendus. J'ai pensé à chaque sacrifice que ce visage avait vu, à chaque bataille privée menée, à chaque cicatrice visible et invisible issue d'une vie passée, à faire passer quelqu'un d'autre en premier. J'ai pensé aux innombrables repas que j'avais sautés pour que mon fils puisse manger. À sa faim, j'ai pensé aux longs hivers où j'avais marché pour rentrer à la maison avec des chaussures usées, économisant chaque centime pour lui acheter un nouveau manteau chaud. Tous ces moments de sacrifice, tous ces actes d'amour, ils ont tous défilé devant mes yeux, un film muet qui se terminait par l'éclaboussure cinglante de l'eau glacée. Mon cœur ressemblait à une pierre froide et lourde dans ma poitrine. Mon corps s'est mis à trembler non pas à cause du froid persistant de l'eau, mais à cause de la réalisation sismique que j'avais été totalement terriblement aveugle pendant des années. À travers le mur fin, je pouvais entendre le murmure de la télévision, puis une explosion de rire venant du salon. Michel riait. Lui et Jessica profitaient de leur soirée comme si de rien n'était. Mon humiliation profonde n'était même pas une note de bas de page dans leur nuit. Pour eux, c'était fini. Pour moi, c'était la nuit où j'ai finalement enterré la dernière parcelle d'espoir et de patience à laquelle je m'étais accrochée si longtemps. Je me suis allongée sur mon lit, remontant les couvertures jusqu'à mon menton. Mais le sommeil était un pays lointain que je ne pouvais pas atteindre. Chaque fois que je fermais les yeux, la scène se rejouait au ralenti. Son bras s'étendant le verre, basculant l'eau, décrivant un arc au-dessus de la table. Je sentais sa piqûre sur ma peau encore et encore. J'ai envisagé de sortir d'ici en trombe, de le confronter, de lui hurler dessus jusqu'à ce que ma voix soit rauque. Mais je savais instinctivement que c'était exactement ce qu'il voulait. Il voulait que je m'effondre, que je pleure, que je devienne la vieille femme hystérique qu'il croyait déjà que j'étais. Une confrontation bruyante et désordonnée lui donnerait la victoire. Alors, j'ai choisi le silence. Mais c'était un nouveau genre de silence. Ce n'était pas le silence passif et blessé du passé, c'était un silence froid et calculateur. C'était le silence d'un prédateur. Allongée là dans le noir, je me suis dit, ce silence ne se terminera pas par ma défaite. Ce silence se terminera par sa ruine complète et totale. Mon esprit a commencé à travailler, dissipant le brouillard de la douleur et se concentrant avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai commencé à penser à la vie qu'il s'était bâtie, la vie dont il était si fier. J'ai pensé à la maison, aux voitures, aux comptes, aux investissements qui portaient son nom. Et puis je me suis souvenu du détail crucial qu'il avait oublié depuis longtemps. Son nom était sur tout, mais mon nom y était toujours assis. Et pas seulement. Et en tant que partie secondaire, j'étais la titulaire principale. J'avais construit sa vie et je n'avais jamais pas une seule fois totalement cédé mes droits. Il se moquait peut-être de moi, comme si j'étais une vieille folle impuissante, mais la vérité était que tout ce qu'il croyait être à lui était en fait toujours légalement à moi. Cette nuit-là, j'ai compris que mon silence n'était plus un bouclier pour ma douleur. Il deviendrait le manteau de ma vengeance. À partir de ce moment, il s'est transformé d'un silence d'humiliation en un silence de complot. J'ai essuyé mon visage une dernière fois, mais ma main ne tremblait plus.
Elle était stable, pleine de résolution. Il pensait avoir lavé ma dignité avec de l'eau. Il n'avait aucune idée qu'il venait d'arroser une graine de vengeance qui sommeillait en moi depuis bien trop longtemps. Mes années de patience maternelle avaient été son plus grand atout, une faiblesse qu'il avait exploitée sans pitié. Mais maintenant, ma force froide et méthodique serait sa chute. J'ai pensé à l'expression de son visage quand il se réveillerait un matin pour découvrir que la vie confortable dont il se vantait, la sécurité financière qu'il tenait pour acquise, le pouvoir qu'il exerçait, si cruellement avaient tous disparu sans laisser de traces. J'imaginais son arrogance s'effondrant en panique brute, sa confiance suffisante se dissolvant en pure terreur. Et pour la première fois depuis que cette eau avait frappé mon visage, un petit sentiment de paix sinistre s'est installé en moi. Je n'avais jamais voulu me venger. Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était le respect. Mais cette nuit-là, j'ai compris que la seule façon de retrouver ma paix était à travers sa destruction. Mon humiliation silencieuse s'était forgée en une résolution silencieuse et inébranlable. Je me suis promis que ce moment, cette honte froide et humide, ne serait pas le dernier chapitre de mon histoire. Ce serait le tournant. Les rires du salon se sont finalement tus. La maison est devenue silencieuse et ils se sont tous endormis, profondément en sécurité dans leur monde. Mais je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Le monde dans lequel ils dormaient m'appartenait, et j'étais sur le point de tout reprendre. Ils pensaient m'avoir brisée. Ils pensaient que l'eau m'avait rendue impuissante. En réalité, c'était la dernière et la plus coûteuse erreur qu'ils feraient jamais. Mon silence n'était plus de la faiblesse. C'était le calme étrange et profond avant la tempête. Allongé, éveillé dans cette pièce sombre, mon esprit est devenu un tourbillon d'activités retraçant les fils financiers de nos vies. Michel traversait ses journées avec la confiance inébranlable d'un homme qui croyait posséder son monde. Il se vantait auprès des voisins de sa réussite, de sa générosité à subvenir aux besoins de sa vieille mère. Il dépensait de l'argent depuis des comptes qu'il pensait honnêtement être sous son commandement. Ce qu'il avait si arrogamment oublié, ou peut-être n'avait-il jamais pris la peine de comprendre, c'était la structure fondamentale de l'empire que j'avais bâti. Je n'avais jamais cédé le contrôle légal. J'avais ajouté son nom au compte des années auparavant avec l'intention naïve de lui apprendre la responsabilité financière. Je n'ai jamais retiré mon nom. Je n'ai jamais cédé ma propriété principale et je ne lui ai certainement jamais donné le droit légal de le revendiquer comme sien. La vérité était brutalement simple, un fait caché à la vue de tous qu'il était devenu trop complaisant pour voir. La maison dans laquelle nous dormions, tous les économies qu'il dépensait si nonchalamment, le portefeuille d'investissement qui assurait son avenir, chaque actif majeur était toujours légalement sans équivoque à mon nom. Il avait une carte de débit à son nom et il prenait ce morceau de plastique pour du pouvoir. Il voyait nos noms ensemble sur un relevé bancaire et supposait que cela signifiait l'égalité. Mais la vérité oubliée, celle qui vibrait maintenant dans mes veines, comme un puissant courant électrique, était que ces comptes étaient financés entièrement par le travail de ma vie, et je n'avais jamais autorisé son nom à figurer à côté du mien que par courtoisie. Si je le décidais, je pouvais entrer dans la banque demain et vider chaque centime sans sa permission. Si je le décidais, je pouvais vendre cette maison juste sous son nez. Il n'avait aucune idée que le vrai pouvoir n'avait jamais quitté mes mains. J'avais juste été trop aimante, trop pleine d'espoir, trop patiente pour l'utiliser. Je me suis souvenue du jour où nous avions ouvert le principal compte d'investissement joint. Le directeur de la banque, un homme aimable nommé Monsieur Durand, m'avait regardé par-dessus ses lunettes et m'avait demandé « Êtes-vous absolument certaine de vouloir l'ajouter avec un accès complet, Hélène ?» J'avais souri, le cœur plein d'amour et de confiance, et j'avais répondu « Oui, bien sûr, c'est mon fils. J'ai une confiance absolue en lui. » Ces mots résonnaient maintenant dans mon esprit avec un goût de cendre dans la bouche. Cette confiance avait été payée par une humiliation publique. Cette foi avait été récompensée par un verre d'eau au visage. Mais alors que je rejouais la scène affreuse du dîner, j'ai réalisé que ma confiance passée était maintenant ma plus grande arme. Mon silence n'était plus un signe de faiblesse. C'était une couverture stratégique. Pendant qu'il était occupé à humilier ce qu'il pensait être une vieille femme impuissante, j'étais en réalité la marionnettiste qu'il avait laissé danser sur les ficelles, et j'étais sur le point de toutes les couper. La vérité oubliée était celle-ci, son avenir. Tout entier n'avait pas été construit de ses mains, mais des miennes, et je pouvais le démanteler en un seul après-midi.
Il m'appelait un fardeau dans sa maison, mais l'acte de propriété de cette maison était verrouillé dans mon coffre-fort, à la banque, à mon seul nom. Il se plaignait que je lui coûtais de l'argent, mais les comptes mêmes dont il tirait ses fonds étaient financés par ma sueur et mes sacrifices. Il m'avait traité comme si je n'étais rien, mais la réalité était que sans moi, c'était lui qui n'était rien. C'était la vérité qu'il avait oubliée, et j'allais la lui rappeler d'une manière qu'il n'oublierait jamais pour le reste de sa vie. Je me suis redressée dans mon lit, la tempête en moi, maintenant calme et concentrée. J'ai pensé à la façon dont il paradait dans la vie si sûr de son contrôle. J'ai pensé au aux fêtes somptueuses qu'il organisait racontant à tout le monde à quel point il réussissait. Je l'ai imaginé sortant sa carte bancaire, agissant comme si les fonds étaient en un puits, sans fond de sa propre création. Tout cela, chaque brique de cette maison, chaque euro sur ses comptes, chaque parcelle de la stabilité qu'il tenait pour acquise venait de moi. Il s'était construit une forteresse d'arrogance sur des fondations qui ne lui avaient jamais appartenu. L'humiliation du dîner a commencé à se métamorphoser en quelque chose de plus froid, de plus aiguisé. Je n'étais plus une victime. J'étais une femme détenant une quinte flush royale dans un jeu auquel tout le monde avait oublié que nous jouions. Le droit que mon fils s'octroyait n'existait que parce que moi, la pourvoyeuse, je le permettais. Mon silence avait été son maintien en vie. Et j'étais sur le point de débrancher la prise. Je me le suis répété encore et encore, chuchotant les mots dans l'obscurité. J'ai l'autorité, j'ai les droits, j'ai la propriété. Il voyait une vieille femme sur une chaise, mais aux yeux de la loi, c'est moi qui avais toutes les cartes aux en main, et quand je déciderais de jouer ma main, sa vie entière allait s'effondrer. Cette vérité oubliée était ma force. Elle a arrêté le tremblement de mes mains, elle a transformé ma honte en carburant. Il pensait avoir effacé ma dignité d'un acte cruel et irréfléchi. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me donner la seule raison dont j'avais besoin pour enfin agir. Je suis restée dans ma chambre jusqu'aux premières lueurs de l'aube, écoutant la maison se tasser et les écoutant tous dormir paisiblement inconscients du fait que leur monde était sur le point de s'achever. Et je savais que pendant qu'ils rêvaient, j'étais bien éveillée planifiant leur cauchemar. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas acculée. Je ne me sentais pas faible, je ne me sentais pas à sa merci, c'était l'inverse. Il avait toujours été à la mienne. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil, avec une clarté glaçante et une décision brûlant comme une fournaise dans mon âme. Je ne sentais plus la piqûre de l'humiliation. Je me sentais comme un général le matin d'une bataille décisive tenant la carte qui garantirait la victoire. Je me suis habillée lentement et délibérément choisissant un chemisier impeccable et propre, et je suis allée à la cuisine. Je me suis préparé une tranche de pain grillé et une tasse de thé mangeant tranquillement dans mon coin. Quand Michel est descendu, il est passé devant moi, sans un mot, sans même un regard dans ma direction. Il me traitait comme si j'étais un meuble, un objet invisible. Son dédain désinvolte n'a fait que cimenter ma résolution. Après mon simple petit déjeuner, je suis retournée dans ma chambre et j'ai récupéré un grand dossier en manille au fond de mon placard. À l'intérieur se trouvaient tous les documents que j'avais méticuleusement collectés et sauvegardés au fil des ans, relevés bancaires, actes de propriété, détails des comptes d'investissement. Une partie de moi, prescience profonde, avait toujours su que la confiance pouvait tourner à la trahison et j'avais gardé mes preuves. J'ai étalé les papiers sur mon lit, le texte noir et blanc confirmant de manière frappante mon pouvoir. Les comptes étaient joints, oui, mais j'étais la titulaire principale avec l'autorité unique. L'acte de propriété de la maison était à mon nom et à mon nom seul. Le portefeuille d'investissement était lié à mon numéro de sécurité sociale. Il croyait que tout était à lui, mais sur le papier, il n'était qu'un fantôme. C'était mon arme, c'était mon plan. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro direct de M. Durand, le directeur de la banque, qui me connaissait depuis 2 décennies. J'ai parlé calmement ma voix égale et je lui ai demandé de vérifier la structure légale de mes comptes. Après quelques instants de frappe au clavier, il a confirmé ce que je savais déjà. Tout est là, Hélène. Vous êtes la titulaire principale du compte. Votre fils a un accès mais aucun droit légal de propriété. Le pouvoir est entièrement entre vos mains. Je l'ai remercié et je lui ai dit que j'avais besoin de programmer un rendez-vous d'urgence pour cet après-midi-là. Il m'a prise pour 14 heures. J'ai passé le reste de la matinée à me préparer, rassemblant mes papiers d'identité et les documents nécessaires dans un grand sac à main.
À l'heure du déjeuner, je me suis assise à table, observatrice silencieuse, regardant Michel rire et plaisanter avec Jessica, complètement inconscient de la guillotine financière qui était sur le point de tomber. Il ne savait pas qu'au coucher du soleil, son monde entier serait démantelé. Je n'ai pas argumenté, je ne l'ai pas confronté. Ma bataille ne serait pas menée avec des mots, elle serait gagnée avec des signatures et des virements bancaires. Cet après-midi-là, j'ai pris une voiture de transport avec chauffeur pour aller à la banque. Monsieur Durand m'a accueilli avec un sourire respectueux et m'a conduite dans son bureau privé. Je n'ai pas perdu de temps. Je lui ai dit ce que je voulais. Je voulais que chaque centime de tous les comptes joints, courant épargne et investissement, soit déplacé immédiatement vers de nouveaux comptes privés à mon seul nom. Pas d'accès partagé, pas de co-signataire. Absolument et complètement à moi. Il m'a regardé, une lueur de surprise dans les yeux, mais il a simplement hoché la tête. « C'est votre droit, Hélène, dit-il doucement. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai signé des formulaires. Page après page, mon stylo bougeait, avec une main ferme et déterminée. À chaque trait, j'effaçais mon fils du royaume financier qu'il pensait diriger. Au moment où j'ai quitté ce bureau, précisément 3 147 258 € et 99 centimes avaient été m'ont été irrévocablement transférés dans une forteresse de nouveaux comptes qu'il ne pourrait jamais toucher. Son nom était effacé. Ses cartes de débit et de crédit liées aux anciens comptes étaient annulées. L'argent dont il se vantait, les économies qu'il étalait, l'avenir sécurisé, qu'il me faisait sentir comme un fardeau, avait disparu en l'espace d'un seul après-midi. Je suis sortie de cette banque sous le soleil, éclatant, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis une décennie. Mon humiliation n'était plus une blessure purulente, c'était un dossier classé. J'avais converti ma douleur en action décisive. Mais je n'avais pas terminé. Ce soir-là, je suis rentrée dans une maison qui n'était plus la mienne en esprit, mais qui était toujours la mienne sur le papier. Michel était affalé sur le canapé, regardant un match de football, riant avec Jessica. Il n'a même pas levé les yeux quand je suis entrée. Il n'avait aucune idée que je venais d'exécuter une démolition silencieuse, légale et dévastatrice de sa vie entière. Je me suis assise sur ma chaise habituelle, je me suis versé un verre d'eau et j'ai gardé le silence. Il ne s'agissait pas d'une confrontation dramatique. Il s'agissait de regarder son monde d'arrogance s'effondrer sous son propre poids. Je suis allée dans ma chambre et j'ai commencé à faire une seule valise. J'ai pris mon passeport, mes médicaments essentiels, mes documents et quelques vêtements de rechange. Puis je suis allée sur Internet et j'ai réservé un aller simple pour une petite ville côtière au Portugal, un endroit que j'avais toujours rêvé de voir. C'était pour un vol partant dans 2 jours. Il ne le verrait pas venir. Il se réveillerait un matin, chercherait son portefeuille et découvrirait que son pouvoir avait disparu. Ses cartes seraient refusées, ses comptes afficheraient un solde nul. Son monde serait en chute libre et je serais déjà de l'autre côté de l'océan. J'ai regardé ma chambre une dernière fois, ses murs familiers qui étaient devenus ma prison, et je n'ai ressenti aucune tristesse, seulement la promesse exaltante de l'évasion. Le plan était simple, brutal et final. Tout reprendre, partir sans un mot et le laisser s'étouffer avec le silence qu'il avait si cavalièrement créé. Cette nuit-là, j'ai dormi plus profondément et plus paisiblement que je ne l'avais fait en 20 ans. L'eau qu'il m'avait jetée au visage avait séché depuis longtemps, mais la tache qu'il avait laissée sur sa propre âme ne s'effacerait jamais. Il s'était moqué de moi parce que je demandais un peu plus de riz. Bientôt il supplierait pour une seule pièce et je ne serais pas là pour l'entendre. Mon plan était en marche. Il était irréversible. Une fois les transferts terminés et sachant que les économies de ma vie étaient en sécurité, chaque mouvement que je faisais était d'une précision silencieuse. Je ne pouvais pas me permettre la moindre erreur, pas un seul regard suspicieux de Michel ou Jessica. S'ils sentaient que quelque chose clochait, ils essaieraient de m'arrêter, de me questionner, de me piéger avec de fausses promesses, ou peut-être même des menaces. Je n'allais pas leur donner cette chance. Je me déplaçais comme une espionne dans ma propre maison, préparant une évasion dont personne d'autre ne soupçonnait l'existence. J'ai sorti ma vieille valise solide du haut du placard, la même que j'avais utilisée pour des voyages d'affaires il y a des décennies, et j'ai commencé à emballer ma nouvelle vie.
Je n'ai pris que l'essentiel, quelques tenues coûteuses confortables, mon passeport et mes documents légaux, mes médicaments quotidiens et un petit album photo usé avec des photos de mes propres parents et quelques-unes de Michel en tant qu'enfant heureux et innocent, un rappel de ce que j'avais aimé et de ce que j'avais perdu. Tout le reste, les possessions accumulées de toute une vie, je les ai laissées derrière. Ce n'étaient que des choses, des ancres à une vie que je voulais désespérément quitter. Je voulais la liberté, pas des bagages. J'ai plié chaque vêtement avec soin, j'ai glissé les précieux documents dans un compartiment caché et j'ai fermé la valise. Je l'ai repoussée dans le placard caché derrière de vieux manteaux d'hiver. Puis je me suis assise sur le bord de mon lit, jetant d'un dernier regard à la pièce qui était censée être mon sanctuaire paisible dans la vieillesse, mais qui était devenue ma cellule. Il n'y avait aucun chagrin à la quitter. Il n'y avait qu'un profond sentiment de soulagement. Sur mon téléphone, j'ai vérifié la confirmation de vol un aller simple pour Lisbonne, départ dans 2 jours. J'avais choisi une petite ville côtière tranquille à 1 heure de la ville, un endroit où personne ne connaîtrait mon histoire, où je pourrais simplement être Hélène, une vieille femme, profitant du soleil. Les 48 heures suivantes furent une leçon de maître en dissimulation. J'ai maintenu ma routine habituelle. J'ai pris mes repas en silence, les yeux baissés. Je me suis assise dans mon coin désigné du salon, lisant un livre feignant d'être absorbée par ses pages. Je suis restée hors de leur chemin, un fantôme hantant les bords de leur vie. Michel, dans son arrogance infinie, a même essayé de se moquer de moi une dernière fois. Le chat t'a mangé la langue, maman, dit-il, alors que j'étais assise silencieusement à dîner. La vieille femme n'a plus rien à dire. Je lui ai offert un petit sourire vide, mais à l'intérieur, je savourais l'ironie. Il n'avait aucune idée que mon silence était la déclaration la plus puissante que je puisse jamais faire et que bientôt, ce serait lui qui aurait tout à dire et plus rien pour l'appuyer. Pour éviter d'éveiller les soupçons, j'ai retiré de petites sommes d'argent liquide à différents distributeurs automatiques de la ville, jamais plus de quelques centaines d'euros à la fois, jusqu'à ce que j'en ai assez pour voyager confortablement. J'ai également envoyé un courriel discret à mon notaire, un homme en qui j'avais une confiance implicite, lui donnant pour instruction de préparer une lettre scellée. Elle devait être remise à Michel précisément 1 semaine après mon départ. Les instructions étaient claires, ne pas révéler ma localisation, seulement confirmer que mes actions étaient délibérées et finales. Il a répondu par un simple « Ce sera fait, Hélène ». Lors de ma dernière nuit dans cette maison, j'ai à peine dormi. Je suis restée éveillée, écoutant les sons familiers, le craquement du plancher, le bourdonnement lointain du réfrigérateur, le son étouffé des rires provenant de la télévision dans leur chambre. J'ai senti un calme étrange et profond s'installer en moi. C'était la dernière fois que j'entendrais ces sons. C'était la dernière nuit de mon ancienne vie. À 4 heures du matin, bien avant que quiconque ne s'agite, je me suis levée et je me suis habillée. J'ai récupéré ma valise dans le placard et, sans un seul regard en arrière, je suis sortie de ma chambre et j'ai longé le couloir. J'ai quitté la maison aussi silencieusement que j'y avais vécu ces dernières années. Personne ne m'a vu partir. Michel et Jessica dormaient perdus dans leurs rêves ignorants d'un avenir sécurisé. Je suis sortie dans l'air frais d'avant l'aube et j'ai pris une profonde inspiration. C'était comme la première bouffée d'air vraiment pure que je prenais depuis des années. Un poids lourd que je ne réalisais même pas que je portais s'est simplement soulevé de mes épaules. La rue était encore sombre et silencieuse. Pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais comme une femme libre. J'avais déjà organisé l'arrivée d'une voiture de transport avec chauffeur. Elle est arrivée ponctuellement et je suis montée sans regarder la maison. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai gardé les yeux fixés devant moi, regardant le quartier familier s'estomper dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Je m'effaçais de leur vie. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut calme et contemplatif. Au terminal, je me suis déplacée avec une efficacité tranquille, enregistrant mon bagage, passant la sécurité, trouvant ma porte d'embarquement. J'étais entourée par l'agitation d'autres voyageurs, des familles excitées de partir en vacances, des hommes d'affaires se précipitant à des réunions. J'étais assise parmi eux, une vieille femme anonyme, en route, non pas pour le plaisir, mais pour la justice. Quand l'appel à l'embarquement est venu, je me suis levée et j'ai marché le long de la passerelle d'un pas régulier et assuré. J'ai trouvé mon siège près du hublot. J'ai bouclé ma ceinture de sécurité et j'ai regardé le tarmac tandis que l'avion roulait puis accélérait sur la piste.
Au moment où les roues ont quitté le sol, j'ai senti la dernière chaîne se briser. J'étais partie. Dans quelques heures, mon fils se réveillerait pour sa vie ordinaire, mais elle ne serait plus ordinaire. Il ne trouverait rien, ni mère, ni argent, ni fondation. Son royaume tout entier construit sur mon sacrifice et son arrogance avait été réduit en décombres en une nuit, et il ne le savait même pas encore. J'imaginais son visage quand il essaierait d'acheter son café du matin et que sa carte serait refusée. J'imaginais la panique montante dans sa voix alors qu'il appellerait la banque seulement pour s'entendre dire qu'il n'avait pas d'argent et aucun droit. J'imaginais le voir traverser la maison en tempêtant, criant mon nom seulement pour trouver ma chambre austère et vide. Ma disparition n'était pas bruyante ou violente. Elle était silencieuse, complète et absolue. J'avais disparu de son monde, tout comme il avait essayé de faire disparaître ma dignité. Alors que l'avion montait plus haut, traversant les nuages, pour entrer dans le soleil brillant du matin, j'ai appuyé ma tête contre le siège et j'ai fermé les yeux. Je n'étais plus la vieille femme humiliée de la table du dîner. J'étais une femme qui avait repris sa vie en main et j'avais disparu avant que quiconque ne puisse m'arrêter. C'était la fin de son histoire et le début de la mienne. Ce matin-là, alors que mon avion était à mi-chemin au-dessus de l'Atlantique, mon fils Michel s'est réveillé pour ce qu'il supposait être juste un autre jour. Je peux l'imaginer si clairement dans mon esprit. Il serait entré dans la cuisine bâillant, se grattant le ventre, et aurait commencé à aboyer des ordres à Jessica sur leur plan pour le week-end, sur un nouveau gadget qu'il voulait acheter. Il aurait attrapé son portefeuille, sorti sa carte de crédit platine, et l'aurait jeté sur le comptoir lui disant qu'il s'occuperait de quelques factures en ligne après le petit déjeuner. La première fissure dans son monde parfait serait apparue lorsqu'il aurait essayé de se connecter à son application bancaire sur son téléphone. L'écran afficherait erreur, compte non trouvé. Il aurait froncé les sourcils, supposant un bug, et aurait tapé à nouveau son mot de passe plus fort cette fois. Le même message serait apparu. Agacé. Il aurait probablement marmonné quelque chose sur la technologie épouvantable de la banque et décidé de payer une facture directement avec sa carte à la place. Je le vois maintenant appuyé contre le comptoir, tapant ses informations sur un site web, puis les 3 mots qui signaleraient le début de sa fin, paiement refusé. Il en aurait ri au début d'un petit rire bref et gêné. Le système doit être en panne, dirait-il à Jessica, essayant de maintenir son air de contrôle. Mais quand il aurait essayé une deuxième carte, puis une troisième, et qu'elles auraient toutes été refusées, ce rire forcé serait mort dans sa gorge. La réalité commencerait à s'infiltrer froide et terrifiante. Jessica le regarderait, son expression passant de la confusion à la suspicion. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Il essaierait de l'ignorer, mais la panique monterait dans ses yeux, un regard qu'elle n'avait sûrement jamais vu auparavant. C'est là qu'il aurait appelé la banque. J'imagine sa voix d'abord arrogante et exigeante parlant aux représentants du service client, puis le changement, alors que la voix calme et professionnelle à l'autre bout du fil l'informerait que les comptes auxquels il essayait d'accéder n'avaient plus son nom, que son accès avait été révoqué, ses cartes annulées, ses droits supprimés en permanence par la titulaire principale du compte. Sa voix se serait brisée alors montant dans les aigus, tandis qu'il hurlait dans le téléphone. C'est impossible, il doit y avoir une erreur, mais l'agent de la banque aurait calmement répété les faits. Il n'avait aucun droit, il n'avait aucun accès, il n'avait aucun contrôle, l'argent avait disparu, sa fureur serait monumentale. Mais ce serait la fureur d'un homme impuissant criant contre un mur de briques. Quand il aurait finalement raccroché brutalement le téléphone, les derniers restes de son arrogance se seraient évaporés, remplacés par la lueur pâle et moite de la pure terreur. Jessica exigerait des réponses, et son silence, son incapacité à se sortir de là par des mensonges, serait son aveu. Il réaliserait enfin que toute la structure financière de sa vie avait disparu du jour au lendemain. C'est là qu'il aurait commencé à crier mon nom. Je l'entends résonner dans mon esprit, un cri désespéré et en colère. Il aurait traversé la maison en trombe, d'abord vers ma chambre, ouvrant la porte à la volée pour trouver un lit vide, des étagères nues et un placard dépourvu de mes vêtements. La seule chose qui resterait serait l'écho silencieux et accablant de mon absence. Ma valise, mes documents, ma présence même, tout avait disparu. Ce silence. Le silence là où j'étais censée être serait la punition la plus bruyante et la plus terrifiante de toutes. Il aurait appelé mon téléphone encore et encore,
seulement pour être accueilli par le message plat et impersonnel que le numéro n'était plus en service. Il aurait envoyé un barrage de messages, textes chacun plus frénétiques que le précédent, passant de la colère à la confusion, puis à un plaidoyer désespéré et pathétique. « Qu'est-ce que tu as fait, bordel, tu ne peux pas me faire ça !» Et finalement, « S'il te plaît, maman, appelle-moi. Parlons-en. » Mais ces mots disparaîtraient dans l'éther numérique pour ne jamais m'atteindre. Son image, soigneusement construite, volait en éclats. Jessica le regarderait avec mépris, réalisant que l'homme qui se vantait de sa réussite n'était rien d'autre qu'un imposteur vivant de l'argent de sa mère. Les enfants regarderaient voyant leur père puissant et confiant faire les 100 pas et crier puis s'effondrer sur une chaise, la tête entre les mains. Pour la toute première fois, ils le verraient tel qu'il était vraiment faible et effrayé. Il aurait probablement conduit jusqu'à la banque, exigeant de voir Monsieur Durand seulement pour se voir montrer les documents signés et juridiquement contraignants qui prouvaient qu'il n'avait droit à rien. Il serait sorti de cette banque en homme brisé, l'ombre de la personne qui avait paradé fièrement entre ses portes quelques jours auparavant. Son arrogance n'avait plus aucun sol sur lequel se tenir. Bientôt les appels des créanciers commenceraient. Les factures s'accumuleraient sans argent pour les payer. Le style de vie somptueux qu'il étalait commencerait à s'effondrer morceau par morceau douloureux. Les disputes avec Jessica deviendraient la nouvelle bande-son de leur maison. Ces accusations résonnant dans la maison que j'avais payée, l'homme qui s'était moqué de sa propre mère parce qu'elle voulait un peu plus de nourriture se démènerait maintenant pour savoir comment nourrir sa propre famille. La panique se transformerait en honte, et la honte s'installerait en un désespoir morne et silencieux. L'humiliation qu'il m'avait si nonchalamment infligée à la table du dîner lui était revenue magnifiée 1000 fois. Les conséquences de mon départ n'étaient pas seulement la perte d'argent, c'était l'annihilation totale de son identité, de sa fierté et de son pouvoir. Il a appris de la manière la plus dure qui soit que lorsque vous jetez de l'eau sur la personne qui est votre source, vous devez être prêt à mourir de soif. Il pensait que j'étais vieille, faible et inutile. Mais alors que son monde s'écroulait autour de lui, c'était lui qui se retrouvait sans rien, c'était ça les conséquences. Son arrogance, réduite en cendres, sa famille fracturée, son avenir effacé. Tout cela accompli par mon silence profond et assourdissant. Les semaines se sont transformées en un mois, et d'après le peu que je me permettais d'imaginer, la vie de mon fils était en chute libre. Sa fierté avait été remplacée par un désespoir agaçant. Ses appels et messages frénétiques avaient cessé depuis longtemps, se heurtant au mur impénétrable de mon silence. Il avait probablement supplié des parents de lui donner des informations pour ne rencontrer que des haussements d'épaules confus. J'avais disparu si complètement, c'était comme si je n'avais jamais existé. Son mariage avec Jessica, un partenariat construit sur une fondation de sécurité financière qui avait maintenant disparu, se fracturait sûrement sous la pression. L'homme qui paradait avec une confiance mal acquise marchait maintenant avec les épaules voûtées d'un homme écrasé par le poids de son propre échec. Mais mon plan avait un dernier acte. Je voulais porter un dernier coup précis. Celui-ci ne concernerait pas l'argent ou la propriété. Ce serait un message livré avec mes propres mots qui couperait plus profondément et laisserait une cicatrice plus permanente que n'importe quelle perte financière ne le pourrait jamais. C'était le but de l'enveloppe scellée que j'avais laissée à mon notaire. Je lui avais donné pour instruction d'attendre que Michel soit au plus bas jusqu'à ce que le chaos se soit pleinement installé et que la réalité de sa nouvelle vie soit devenue indéniable. Mon notaire, un homme patient et sage, a attendu le moment parfait. Puis un après-midi, alors que mon fils était probablement assis dans son salon entouré d'une montagne de factures impayées et du silence froid de sa femme en colère, on frappa vivement à la porte. Il aurait ouvert pour trouver mon notaire debout sur le seuil, tenant une unique enveloppe impeccable. Confus, Michel aurait demandé de quoi il s'agissait. Le notaire aurait simplement répondu « C'est de la part de votre mère ». Je peux imaginer les mains de mon fils trembler en prenant l'enveloppe, un espoir fou et désespéré scintillant peut-être dans ses yeux. Peut-être était-ce des excuses, une offre de retour. Il l'aurait déchirée sur le champ dans l'embrasure de la porte. À l'intérieur, il n'y avait pas une longue lettre explicative. C'était une seule feuille de papier, avec seulement 2 phrases écrites de ma propre écriture claire. Il disait « Tu m'as jeté de l'eau au visage parce que j'ai demandé un peu de riz. Alors j'ai repris la vie que tu croyais être la tienne. » C'était tout, pas de signature, pas de affectueusement, maman pas d'adresse de retour.
Rien que la finalité froide et dure de la cause à effet. Il aurait lu ces mots une fois, deux fois, une douzaine de fois. Son visage se serait contorsionné, passant par une tempête d'émotions, l'incrédulité puis la rage, et enfin un chagrin profond écrasant l'âme. Il comprendrait à cet instant que ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une punition temporaire, c'était la conséquence délibérée et sermanante de ses propres actions. Jessica aurait lu par-dessus son épaule, et la dernière parcelle d'espoir à laquelle elle aurait pu s'accrocher se serait évanouie. Elle se serait alors éloignée de lui, le laissant seul dans l'embrasure de la porte, la vérité serrée dans sa main tremblante. Il aurait probablement essayé de questionner le notaire, d'exiger ma localisation, de plaider sa cause, mais le notaire aurait simplement répété mes instructions. Votre mère a pris sa décision. Il n'y a rien de plus à dire. Puis il aurait tourné les talons et s'en serait allé, laissant mon fils seul avec les 2 phrases qui définissaient sa ruine. Ce petit mot était plus puissant que n'importe quelle dispute hurlante que nous aurions pu avoir. C'était un miroir parfait le forçant à regarder le moment horrible qu'il avait créé, le moment où il pensait avoir gagné. Il lui montrait avec une clarté brutale à quel point il s'était profondément, catastrophiquement trompé. Il a enfin compris que le respect n'est pas un dû, et qu'une fois qu'il est vraiment perdu, il ne peut jamais être récupéré. Il a compris que sa mère n'était pas un fardeau faible et impuissant, mais la fondation même sur laquelle il s'était si bêtement tenu. Et quand cette fondation a été retirée, il n'avait plus rien pour le soutenir. Il a probablement gardé ce mot. Peut-être le lit-il parfois un rappel permanent de son plus grand échec. Ce message était le dernier pont entre nous, et je l'avais brûlé moi-même, le laissant coincé de l'autre côté. Un rappel, une punition et une vérité gravées dans son âme pour le reste de sa vie. Après avoir envoyé ce dernier message tranchant par l'intermédiaire de mon notaire, j'ai fermé le dernier chapitre de la vie que j'avais autrefois connue. Je n'avais pas besoin de connaître les détails de l'effondrement de Michel. Ma justice ne consistait pas à savourer sa souffrance, elle consistait à m'assurer qu'il comprenait le lien direct entre sa cruauté et ses conséquences. Ma vengeance était de m'assurer que chaque fois qu'il regarderait son compte bancaire vide, chaque fois qu'il ferait face à une autre facture qu'il ne pouvait pas payer, il se souviendrait de l'éclaboussure d'eau de mon visage dégoulinant et du silence qui a suivi. Il avait détruit le pont qu'il avait porté au-dessus de chaque épreuve de sa vie, et il était maintenant laissé à naviguer seul dans le gouffre. J'ai commencé ma nouvelle vie. Le petit village côtier au Portugal en Algarve était encore plus beau que je ne l'avais rêvé. Ici, personne ne connaissait mon nom ou mon histoire. Je n'étais pas la mère encombrante de Michel. J'étais simplement Hélène, la femme américaine tranquille qui vivait au bout de la rue. J'ai loué un petit appartement ensoleillé avec un balcon donnant sur le bleu profond de l'océan Atlantique. Le matin, je faisais de longues promenades le long du rivage, sentant le sable frais entre mes orteils et respirant l'air salin. Le fracas rythmé des vagues contre les rochers ou anciens était un baume apaisant pour mon âme blessée. Chaque pas que je faisais sur cette plage était un pas loin du passé, un pas vers ma propre dignité retrouvée. L'après-midi, je trouvais une petite table à un café local, je commandais un café et je lisais pendant des heures, sans personne, pour me presser personne, pour lever les yeux au ciel à ma présence. Le soir, j'ai réappris à cuisiner pour une personne, préparant des repas simples et délicieux que je pouvais savourer à mon propre rythme, dans le calme paisible de ma nouvelle maison. La vie est devenue simple, mais c'était une simplicité apaisante, un calme qui me nourrissait au lieu de me briser. Parfois, des pensées pour mon fils faisaient surface. Je me demandais s'il avait déjà essayé de s'excuser non pas auprès de moi, mais auprès de sa propre femme et de ses enfants pour la ruine qu'il leur avait infligée. Je me demandais s'il regardait jamais ce mot avec un regret sincère ou juste avec la colère amère d'un homme qui s'était fait avoir. Mais ces pensées ne portaient de plus la piqûre de la douleur. C'étaient juste des échos lointains d'une autre vie, un rappel de la justice que je m'étais rendue à moi-même. Il m'avait jeté de l'eau au visage pour balayer ma dignité. En retour, j'avais balayé tout son avenir d'un trait de plume. Il avait oublié que le monde dans lequel il vivait était un cadeau de ma part, et j'avais simplement enfin repris mon cadeau. Mon notaire m'a envoyé un dernier courriel non pas avec des ragots ou des détails, mais avec la simple assurance que toutes mes instructions avaient été exécutées sans faille. Il ne restait rien à réclamer pour Michel, aucune faille juridique à exploiter. La maison avait été vendue, le produit de la vente sécurisée.
Il se retrouvait avec rien d'autre que sa fierté. Et la fierté, comme il l'apprenait maintenant, ne peut pas payer le loyer, ni mettre de la nourriture sur la table. C'était sa leçon, c'était sa punition. Ma justice ne s'est pas trouvée dans une dispute hurlante ou une confrontation dramatique. Elle s'est trouvée dans le froissement silencieux des papiers de banque, dans la finalité silencieuse d'un billet d'avion, aller simple. La justice pour moi, ce n'était pas de le voir souffrir, mais de savoir qu'il ne pouvait plus me faire souffrir. C'était de savoir qu'il ne pourrait plus jamais m'humilier, me contrôler ou me traiter comme moins que ce que j'étais. La justice, c'est la sensation du soleil chaud sur mon visage, alors que je marche le long de la mer sans poids sur mes épaules et sans peur dans mon cœur. La justice, c'est de savoir que pour le reste de sa vie, chaque fois qu'il sentira la piqûre froide de l'échec, il se souviendra de la table du dîner. Il se souviendra de l'eau, il se souviendra de mon silence, et il comprendra enfin, bien trop tard, que sa mère n'a jamais été impuissante. En fin de compte, il a tout perdu parce qu'il n'a pas voulu donner la seule chose qui ne coûte rien du tout, le respect. Si mon histoire vous a touché le cœur, ou si vous vous êtes déjà senti invisible, ou mésestimé par ceux que vous aimez le plus, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous. Vos histoires are content. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Je partage mon histoire pour que d'autres sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa propre vie. Merci d'avoir écouté l'histoire de cette vieille grand-mère.